Mardi 22 mars 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, la justice est totalement indépendante dans les traitements des affaires judiciaires d'après le garde des Sceaux, ministre de la Justice aujourd'hui. Conformément à la loi, le ministère n'a aucun droit sur les décisions de justice selon le ministre. Le jugement est basé sur l'application de la loi, sur les charges, selon toujours les explications dans ce reportage rapporté par Fitine Arkoufend et Sech Anjenap. Le ministère de la Justice n'interfère pas dans les affaires judiciaires, d'après le ministre de la Justice ce jour. La justice est totalement indépendante en termes de jugement. Le ministère de la Justice ne peut que donner des instructions au parquet, mais n'a aucun pouvoir sur les décisions de la justice. Concernant l'affaire, concernant l'ancien ministre de la Justice, le ministre actuel a également souligné que le ministère n'est pas en mesure de lancer une enquête ou encore d'interférer dans cette affaire. Une procédure spéciale est en cours au niveau de la Haute Cour de justice qui est en charge de celle-ci, toujours d'après les explications. Ce dernier a également souligné que la loi est la même pour tous, que ce soit les particuliers ou encore les personnalités publiques. Interviewé sur l'interdiction de sortie du territoire OST, le garde des Sceaux a souligné que cela n'est en aucun cas synonyme de culpabilité ou de sanction. Elle signifie seulement que la personne est mise à disposition de la justice par rapport à l'enquête en cours. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les divers responsables sont actuellement en cours de finalisation des étapes en vue du pays à travers la digitalisation, les bourses des étudiants pour les 6 universités de Madagascar. Le calendrier des paiements des bourses et les cartes des étudiants sortiront demain selon les explications. Les procédures de digitalisation ont duré des mois car les responsables ont dû faire face à des problèmes, ce qui a entraîné des retards dans le paiement. Reportage sur les images de Nzara Ranjensou. Les différentes procédures partant des universités, passant par les divers ministères jusqu'à la présidence de la République, dans le cadre de la digitalisation du paiement des bourses des étudiants, ont causé le retard du paiement des bourses des étudiants, selon les explications du ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui. Concernant les étudiants de Fenaransu, la majorité ont déjà bénéficié de ces bourses, mais le problème réside sur les étudiants nouvellement inscrits qui ont du retard dans leur inscription. Ces derniers ont demandé un report de l'inscription car leurs parents n'avaient pas les moyens de les payer. Ces 800 retardataires devront encore attendre les procédures avant de percevoir leur bourse. Pour l'université de Mahajang, un représentant du ministère de la Poste et le comité universitaire ont déjà rencontré les étudiants pour leur expliquer le fonctionnement des cartes multifonctions, souligne la ministre, Léa Béatrice Assomako. Le calendrier de paiement et les échéances de distribution des cartes étudiants sortiront demain. Le ministère du Développement numérique, de la Poste, de la digitalisation et des télécommunications en est le responsable. Le paiement des bourses se fera en 2 parties. Les étudiants en première année percevront leurs bourses en espèces, comme le système du projet social Tuskafamen, si les autres étudiants en L2 et plus pourront percevoir leurs bourses via la carte. Rappelant qu'il y a 80 000 étudiants boursiers dans tout Madagascar. 22 mars, journée mondiale de l'eau. Cette année, elle est célébrée à Manakar, région Fidvnan. Cette fois, les eaux souterraines sont mises en exergue étant donné l'importance de l'eau au cœur du développement durable. Les eaux souterraines jouent un rôle important dans l'adaptation au changement climatique pour résoudre la sécheresse et contribuent au bien-être social selon le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Nous en dit plus. Madagascar dispose d'abondantes ressources en eau, l'une des plus élevées au monde. Ces ressources ne desservent pourtant pas encore la moitié de la population malagasy et affectent le classement du pays au niveau mondial dans le secteur eau, assainissement et hygiène. En effet, seulement 46% de la population a accès à l'eau potable. À Madagascar, les eaux souterraines sont une source majeure d'approvisionnement public. Plusieurs villes en sont entièrement dépendantes. Elle revêt également une importance économique et sociale parce qu'elle affecte les moyens de subsistance de millions d'agriculteurs, d'éleveurs et d'usagers œuvrant dans le secteur tertiaire. Ces eaux sont aussi cruciales au fonctionnement sain des écosystèmes, tels que les zones humides et les rivières.
À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau à Manakar, le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fidinia Vravukac, a indiqué dans son allocution que cette célébration est une opportunité pour rehausser l'engagement du président Ange Radzouel, le Velra numéro 2, d'assurer l'accès à l'eau potable à 60% des Malagasy en 2023. Ce membre du gouvernement a également lancé un appel à tous, acteurs et usagers de l'eau, à s'unir pour valoriser les eaux souterraines qui sont la seule ressource minérale renouvelable, suivant les critères scientifiques réalisés. Plusieurs activités sont au programme de la célébration de la Journée mondiale de l'eau ce jour à Manakar, telles que la sensibilisation des ménages à donner plus de valeur aux eaux souterraines parce que c'est un produit utilisable et renouvelable, d'une part, et à protéger les zones humides d'autre part. L'inauguration d'une adduction d'eau potable a eu lieu à Vuipenu. Elle fournira de l'eau potable à une grande partie de la population de cette zone et accordant une attention particulière aux conséquences du réchauffement climatique sur le cycle de l'eau. Le programme de protection des bassins versants a été lancé officiellement ce jour à travers un reboisement dans la commune rurale d'Ambil à 40 km de Manakar en parallèle avec la Journée mondiale de l'eau 2022. Et dans l'actualité économique de ce jour, Madagascar figure parmi les pays qui ont été sollicités pour la consultation nationale en vue de l'élaboration du protocole africain sur les femmes dans le commerce dans le cadre de la ZLECAf ou zone de libre-échange continentale africaine. Des femmes issues des 23 régions et de Nouzbé ont été consultées par le PNUD dans ce cadre. La restitution s'est tenue aujourd'hui. Ce protocole d'accord sur le commerce ouvrira des portes sur la promotion de l'entrepreneuriat des femmes malagasy. Reportage sur les images de Nzara Khanjenso. Madagascar a signé l'accord de la ZLECAf aux zones de libre-échange continentale africaine le 21 mars 2018, mais ne l'a pas encore ratifié. Pourtant, la ratification de cet accord est bénéfique pour Madagascar et permet d'avoir accès à de nombreux avantages économiques, surtout dans le secteur du commerce. À cela également s'ajoute la mise en avant des femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat. En effet, les femmes malagasy rencontrent de nombreux blocages dans ce secteur et l'adhésion à la ZLECAf leur offre de nombreuses opportunités. Les réalités, je pense, c'est que puisque le Madagascar est le grand île est quand même vaste et les régions sont nombreux, le fait est que les femmes elles-mêmes se sont exprimées sur le fait qu'elles ont besoin de beaucoup plus d'informations pour pouvoir accéder à certaines opportunités économiques dans le commerce, mais aussi à des technologies et des innovations qui ne sont peut-être pas aussi disponibles dans certaines régions que d'autres. Donc, ce qui ressort, c'est qu'on a besoin de renforcer nos liens et le travail entre nous. Le PNUD n'est qu'un seul acteur dans cette dynamique. De son côté, l'État malagasy appuie et priorise l'entrepreneuriat des femmes comme il est inscrit dans la politique générale de l'État. Des projets comme la pépinière industrielle du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation met en avant les jeunes et les femmes. Il s'agit de mettre en place des industries dans chaque commune. D'autres partenaires comme le PNUD renforcent aussi cet appui aux femmes malagasy. Nous travaillons surtout avec les ministères concernés, le ministère de l'Industrie, de la Population et aussi des Affaires étrangères. L'idée étant de faire en sorte que l'exercice qu'on avait fait, qui était un exercice de prise de connaissance sur les défis, mais aussi les opportunités pour les femmes dans le commerce, dans les 23+1 régions de Madagascar, soit 1, enregistré et 2, résumé d'une façon qu'on puisse comprendre les enjeux pour la rentrée éventuelle de Madagascar dans la zone de libre-échange sur le continent africain. La restitution de la Constitution nationale en vue de l'élaboration du protocole africain sur les femmes dans le commerce dans le cadre de la ZLECAf aux zones de libre-échange continentale africaine s'est tenue aujourd'hui au Kalton à Noussi. Des femmes issues des 23 régions et Nouzbé ont participé à ces consultations. Partons à présent vers le nord du pays. La circulation des véhicules poids lourds sur la route nationale numéro 6 est en suspens actuellement du fait du mauvais état des routes dues aux pluies et au manque d'entretien. Des travaux d'urgence effectués par le ministère des Travaux publics sont en cours pour établir au plus vite la circulation. Un programme a été également mis en place en partenariat avec la Banque mondiale pour la réhabilitation totale de la RN6 selon les explications
population dans un reportage sur les images de Nzaranjiansu, toujours. Ce sont les poids lourds qui ont des difficultés actuellement sur la route nationale numéro 6, étant donné la détérioration de certains points sur cet axe, raison pour laquelle leur circulation a été suspendue. Ce camionneur, par exemple, est bloqué ici, à 35 km de Mapkun, depuis 3 jours. Cette portion de route figure parmi les points noirs de la RN6. Le ministère des Travaux publics procède actuellement à des travaux d'urgence pour rétablir au plus vite la circulation. Selon le ministre, il s'agit de procéder à l'enlèvement des boues qui empêchent l'évacuation des eaux. Par la suite, des matériaux sélectionnés comme les gravillons seront mis en place en guise de couche de base et protégeront la route contre les pluies. Ces travaux devront tenir jusqu'au mois de juin, début du programme CERC avec la Banque mondiale pour la réhabilitation totale de la route. Des techniciens du ministère feront une descente sur la RN6 à partir de cette semaine pour voir les points noirs. Après cela, un appel d'offres sera publié en vue de cette réhabilitation totale. Une rencontre entre la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vina Marie Orléa, et la plateforme de coordination secteur environnement ou PCSE a eu lieu ce jour au bureau de l'Union européenne à Nkourjan. L'objectif est de renforcer la collaboration et la coordination des actions entre le ministère et ses partenaires techniques et financiers. Mis à part la volonté des PTF à appuyer le ministère de l'Environnement, la ministre Vina Orléa Marie a présenté ses 7 axes prioritaires, à savoir la restauration de la couverture forestière de Madagascar, la mise en place des stratégies innovantes et la RSE, la sauvegarde de nos richesses naturelles, la lutte contre le changement climatique, l'IEC, la lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles et la diplomatie environnementale. Les partenaires du ministère ont confirmé leur volonté à accompagner ce département pour atteindre ses objectifs et pour apporter une émergence environnementale et économique au niveau de la population locale. Et pour terminer les actualités locales, le français est la 5e langue la plus utilisée dans le monde après l'anglais, le mandarin, l'hindou et l'espagnol. Seulement 5% des Malagasy maîtrisent cette langue. La journée internationale de la francophonie est célébrée le 20 mars. Cette journée a été célébrée à Tuamas le dimanche dernier et à Antananarivo ce jour. Cette année, la célébration se déroule sous le thème de la francophonie de l'avenir pour souligner le soutien de la francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. La cérémonie d'aujourd'hui a vu la présence des ambassadeurs des pays francophones et a été sous le haut patronage du ministre malagasy des Affaires étrangères. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales au lendemain du crash d'un Boeing 737 dans le sud de la Chine avec 132 personnes à bord. Aucun survivant n'a encore été retrouvé selon les indications des autorités mardi soir. Les boîtes noires n'étant toujours pas localisées, les causes de la catastrophe demeurent également inconnues. France 24 nous en dit plus. Sur ces images filmées par un drone, des traces de débris d'avion jonchent le sol. Ce sont ceux d'un Boeing 737-800 de la compagnie China Eastern Airlines. Ce lundi, il s'est écrasé dans les montagnes du sud de la Chine, avec 132 personnes à bord. Parti de la ville de Kunming, il devait atterrir près de Ganzhou, dans le sud-est du pays, mais s'est effondré peu après 14 heures, heure locale, dans la région de Tengkunti. Selon le site spécialisé Flight Radar 24, l'appareil a chuté de près de 8000 mètres en seulement 3 minutes. Le choc l'a pulvérisé selon les riverains. Un immense incendie s'est ensuite déclaré, obligeant sur place des dizaines de brigades de pompiers. Dans ces conditions, retrouver des survivants semble peu probable. Dans un communiqué, la compagnie a d'ailleurs rendu hommage aux victimes de la catastrophe. Le président Xi Jinping a lui aussi réagi à chaud. Il s'est dit sous le choc et a appelé à déterminer au plus vite les causes de l'accident. Ce crash est un nouveau coup dur pour Boeing en Chine. En mars 2019 déjà, le pays prenait l'initiative de suspendre les vols d'un autre modèle, le 737 MAX, pour des raisons de sécurité. En décembre dernier, le régulateur chinois avait levé cette interdiction. Voilà.
Et en Ukraine, des dizaines de milliers de personnes restent toujours bloquées à Mariupol, la ville portuaire du sud du pays qui vit sous les attaques constantes des troupes russes. Le correspondant de France 24 s'est entretenu avec un couple qui a réussi à s'échapper de Mariupol pour rejoindre Lviv à l'ouest de l'Ukraine. Victoria et Alexis disent qu'ils n'ont réussi à fuir Mariupol que pour une raison. Leur voiture garée dans un parking souterrain est restée intacte. Выезжаем на улицы, мы давно ж туда не выходили, не выезжали. Мы как бы знали маршрут от выехавших ранее. Выезжаем, а тут столбы лежат, провода валяются. Это даже не фильм ужасов. Главная задача была, мы понимали, что надо ехать очень быстро. Le couple a fui avec sa fille pour rejoindre Lviv et son calme relatif. Leurs téléphones sont remplis des images de l'horreur. В этом доме осталось, в общем-то, все, что мы смогли нажить. Но это фотография недельной давности. Возможно, на сегодняшний день уже его и вообще нет. Сидя в подвале, что такое ощущение, что все просто прилетает в наш дом. И пытались там для себя понять, почему все именно там в наш дом прилетает. Ну, мы же не выходили почти. А потом со временем, когда появилась возможность выйти, мы увидели, что весь город в таком же состоянии. То есть поливался просто, это не наш дом. Просто поливалось все подряд. И причем, чтобы вы понимали, самолет, это самое страшное, потому что он, когда от него разрушения, как мы уже видим, самые серьезные. Благо, что наш дом весь, он сидел в подвале. На нашей территории не было трупов. Последние 8 лет в городе все было хорошо. Ремонтировались дороги, реконструировались школы, детские сады, инфраструктура, покупался новый коммунальный транспорт, город активно развивался. А сейчас, какие могут быть, это война, все разрушено. Презираю российский народ, презираю Путина, и пусть говорят, что Россия против войны, обычный народ против войны, и это все решение одного человека, я в это не верю. Это решение каждого из них, и от руки каждого из них сейчас летают самолеты, уничтожают наш город, его уже уничтожили. Le couple dit ne plus se sentir en sécurité nulle part en Ukraine et envisage de déménager à l'étranger. Et dans le nord de la France, un lycée professionnel propose un programme destiné aux décrocheurs de 16 à 18 ans. En plus des cours, les jeunes doivent réaliser une mission d'intérêt général dans une association, une collectivité ou une entreprise. De quoi se rendre utile et regagner en confiance. 9h du matin, alors que les cours démarrent pour la plupart des élèves. Oui, allô Lilia, c'est Anne. C'était juste pour te dire qu'il était l'heure de se réveiller. On a cours à 10h30 ce matin pour le projet à Paris. Voilà, à tout à l'heure. Anne Gaillot encadre une classe à part. Voilà, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas été à l'école pour certains. Il faut qu'ils reprennent de bonnes habitudes. Ils sont sur les réseaux sociaux jusqu'à 5h du matin. Et l'idée, c'est de les inciter à se lever et à trouver de la valeur à venir à l'école. Ici, pas plus de 12 élèves. Ce jour-là, ils sont 3, venus travailler les émotions. Tu as l'autorisation d'aller à la fête le samedi soir, tes parents t'accompagnent. Oh non. Faut vraiment mettre la honte là. Problème de comportement, situation familiale très difficile. Ces élèves de 17 ans ont quitté le lycée sans avoir obtenu le bac ou un diplôme professionnel. L'école, c'est pas fait pour moi, j'ai trop de... Je sais pas, j'arrive pas à faire ma place. Mais là, ça va, j'y arrive, c'est bien, c'est cool. Je suis fâché avec l'école parce que déjà les professeurs, l'ambiance, tout ça. Ici, pas de notes ni de bulletins, mais des ateliers et des missions à remplir. L'utilité pour les gens, autre chose. Yanis. Hein? Exact. Au programme, organiser un voyage à Paris pour 56 personnes en situation de handicap, comme cet élu qui est venu leur donner un coup de main. Il y aura des personnes handicapées, ça sera à vous à les diriger.
69. 69 fois 15. 1035. Ça fait 1035. L'ambiance de la classe qu'on a en ce moment, ça me redonne beaucoup de confiance parce qu'on parle, on se fait écouter, tout ça en fait. Lancé à la rentrée de septembre, le programme est une première dans l'Hexagone. L'idée, c'était vraiment de remettre l'élève en fait au centre du projet, c'est-à-dire de faire en sorte que, contrairement à d'habitude où on a plutôt l'impression de vouloir absolument faire entrer des élèves dans un système, c'était tordre le système et de faire en sorte que ce soit finalement l'élève qui revienne vraiment au centre et qu'on construise tout par rapport à ses vrais besoins. Alors, t'es sûr, Victor? Les élèves doivent aussi réaliser un service civique en alternance. 2 soirs par semaine, Alicia aide les joueurs du club de rugby fauteuil de Lille. C'est bon, Kanki? Nickel. C'est parti. T'es prêt? Elle débrouille bien. Elle reçoit 580 € par mois, un coup de pouce et peut-être de quoi trouver sa voie. Et c'est ce reportage de France 24 qui clôt notre édition pour ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. N'oubliez pas la suite du programme sur Viva. Très bonne soirée à tous. Au revoir.